Un millionnaire rentre plus tôt chez lui, avec piscine, et manque de s'évanouir en voyant ce qu'il découvre. Le porte-document en cuir italien d'Alexandre glissa de sa main et frappa le sol de marbre avec un claquement sec et violent. Mais il ne cilia même pas. Son corps entier s'était transformé en une statue de glace, paralysé par la scène qui se déroulait sous ses yeux à travers les vitres de la véranda. Il était 14 heures un mardi gris. Alexandre, le PDG le plus redouté de la ville, un homme qui avait oublié comment sourire depuis les funérailles de son épouse il y a exactement 1 an, ne devait pas être là. Son vol pour Londres partait dans 3 heures. Mais un pressentiment, une oppression thoracique qu'il ne pouvait expliquer, l'avait forcé à faire demi-tour et à retourner à son manoir. Cette forteresse vide de sentiments où il vivait, entouré de luxe qui ne lui importait pas. Personne n'attendait Monsieur de Glace à la maison. Le personnel de maison se cachait souvent à son arrivée. Le silence était la seule musique permise dans cette demeure depuis la tragédie. Mais aujourd'hui, le silence était rompu. En traversant le hall, Alexandre avait entendu quelque chose qu'il croyait éteint dans sa vie, le son de l'eau qui clapote, et plus frappant encore, un son aigu, pétillant et pur, un son qui lui arrêta le cœur. Il marcha comme un fantôme vers la véranda, guidé par ce bruit impossible. Et là se trouvait l'image qui faillit le faire s'évanouir. Hélène, la nouvelle employée de maison, à peine 3 semaines dans le manoir, était à genoux par terre, près de la fontaine intérieure en pierre volcanique. Son impeccable uniforme bleu, désormais éclaboussé de taches d'eau foncée, lui importait peu. Elle portait ses ridicules gants de caoutchouc jaune de nettoyage. Mais ce que faisaient ses mains n'était pas nettoyé. Ses mains gantées de latex brillant tenaient avec une délicatesse infinie Léo. Son fils d'1 an, le petit Léo, l'enfant que les meilleurs pédiatres d'Europe avaient qualifié de traumatisé émotionnellement. Le bébé qui avait cessé d'émettre des sons depuis l'accident qui avait emporté sa mère. Il était trempé de la tête aux pieds et il riait. Ce n'était pas un sourire timide, mais un rire sonore et vibrant, une explosion de joie incontrôlable, alors qu'il frappait l'eau de ses petites mains potelées, éclaboussant le visage d'Hélène. « C'est ça, mon amour », disait Hélène d'une voix chaleureuse, ignorant que l'eau lui gâchait sa coiffure. « Regarde comme les gouttes brillent. Attrape les gouttes, Léo. » La lumière naturelle qui filtrait par le toit de verre baignait la scène, créant un halo quasi divin autour de l'employé et du bébé. Le contraste était brutal. L'humble femme, avec ses gants de nettoyage bon marché, réussissait ce qu'une légion d'infirmières diplômées, de psychologues pour enfants et de jouets à 1000 € n'avait pas réussi en 12 mois d'obscurité. Alexandre sentit ses jambes flancher. Il s'appuya contre le cadre de la porte, incapable de respirer. Voir son fils rire, c'était comme voir un mort ressuscité. Le rire de Léo rebondissait sur les murs de verre et se plantait directement dans l'âme brisée d'Alexandre, brisant la carapace de froideur qu'il avait construite pour survivre. Pendant une seconde, l'image se flouta à cause des larmes qui remplissaient ses yeux. Hélène prit un peu d'eau avec ses mains gantées et la laissa tomber comme de la pluie sur la tête du bébé. Léo ferma les yeux extasiés et lâcha un cri de pur bonheur. « Maman !» balbutia le bébé entre des rires, un mot qu'il n'avait jamais prononcé. Le monde d'Alexandre s'arrêta, le temps se figea. Le son de ce mot fut le coup de grâce. Son porte-document tomba au sol. Le bruit du cuir frappant le marbre rompit le sortilège. Hélène tourna brusquement la tête, la terreur peinte sur le visage. Ses grands yeux humbles rencontrèrent la silhouette imposante et sombre d'Alexandre, debout à l'entrée. Le sourire s'effaça instantanément. Elle vit le patron, l'homme qui renvoyait des gens pour une tache sur une chemise, la fixant tandis qu'elle tenait son héritier trempé dans l'eau sale de la fontaine. Hélène savait qu'elle avait besoin de ce travail pour vivre. Elle savait qu'elle avait enfreint toutes les règles d'étiquette du manoir. La panique l'envahit. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour découvrir pourquoi la réaction de ce millionnaire laissa tout le monde sans voix et changea le destin de cette humble femme pour toujours. La terreur paralysa Hélène. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. D'un mouvement maladroit et désespéré, elle tenta d'essuyer le visage du bébé avec la manche de son uniforme, tout en reculant à 4 pattes, s'éloignant de la fontaine, comme si elle avait commis un crime capital. « Monsieur Alexandre », balbutia-t-elle d'une voix brisée par la peur imminente. « Je suis désolée. Je jure que je ne voulais pas le mouiller. Nous étions justes. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai besoin de ce travail. Ma mère est malade. » Et Hélène baissa la tête, s'attendant aux cris, s'attendant à la fureur. Dans cette maison, les règles étaient strictes. Le personnel de nettoyage nettoie,
Les nounous s'occupent des enfants. Elle était la femme de ménage, celle qui frottait les sols, l'invisible. Elle n'avait pas le droit de toucher le jeune Léo, et encore moins de le mettre dans la fontaine décorative du hall. Elle vit les chaussures en cuir noir d'Alexandre avancer vers elle, un pas, deux pas, rapide et déterminé. Le son de ses pas sur le marbre résonnait comme des sentences de mort. Hélène ferma les yeux et se recroquevilla, protégeant instinctivement le bébé avec son corps, craignant que l'homme ne lui arrache l'enfant avec violence. « Pardonnez-moi, monsieur », supplia-t-elle à nouveau en tremblant. Mais le cri ne vint jamais. Au lieu de cela, elle sentit une main grande et ferme s'accrocher à son épaule, non pas avec violence, mais avec une urgence désespérée. Hélène ouvrit les yeux et resta sans voix. Alexandre, le millionnaire intouchable, s'était agenouillé sur le sol mouillé. Son costume à plusieurs milliers d'euros absorbait l'eau du sol, ses genoux enfoncés dans la pierre dure, sans se soucier de la douleur ni de la saleté. Mais ce qui la frappa le plus, ce ne fut pas de voir le patron à genoux, mais de voir son visage. L'homme de glace pleurait, de grosses larmes silencieuses coulaient sur ses joues parfaitement rasées. Ses yeux, normalement gris et durs comme l'acier, étaient rouges et remplis d'une émotion si crue qu'Hélène dut détourner le regard un instant. La voix d'Alexandre n'était qu'un murmure, rauque, brisé. « Comment avez-vous fait ?» Hélène le regarda, confuse, serrant toujours le bébé mouillé contre sa poitrine. « Monsieur Alexandre ?» Il tendit une main tremblante et toucha la joue de son fils. Léo, loin d'être effrayé par la tension, regarda son père et lâcha un doux rire, saisissant le doigt d'Alexandre de sa petite main humide. « Il est resté silencieux pendant 1 an, » dit Alexandre, et la phrase sortit comme un sanglot étouffé. Une année entière sans émettre un son, les meilleurs médecins suisses m'ont dit que le traumatisme de l'accident lui avait bloqué la parole et les émotions. Ils m'ont dit de me préparer à avoir un fils qui ne se connecterait peu, être jamais à moi. J'ai dépensé des fortunes en thérapeutes qui venaient avec leurs tablettes et leurs jouets éducatifs, et ils ne les regardaient qu'avec des yeux vides. Alexandre leva les yeux et fixa Hélène. Il ne la regardait plus comme une employée, mais comme quelqu'un qui venait de réaliser un miracle biblique sous son nez. « Je rentre aujourd'hui plus tôt que prévu, et je vous trouve, vous, la jeune femme qui nettoie les vitres, et mon fils rit. » Rit. Alexandre serra l'épaule d'Hélène avec plus de force, presque avec désespoir. « Dites-moi, qu'avez-vous fait? J'ai besoin de savoir. Quelle magie avez-vous utilisée ?» Hélène déglutit, sentant la peur se transformer en une étrange compassion. Elle vit l'homme brisé derrière le costume cher. « Je n'ai rien fait de spécial, monsieur, » dit-elle avec honnêteté, baissant les yeux vers ses gants jaunes. « J'ai juste, je l'ai vu regarder l'eau. » Regarder l'eau? Oui, il était dans sa chaise haute, où l'infirmière le laisse toujours devant la télévision pendant qu'elle bavarde au téléphone portable. Hélène lâcha la vérité sans réfléchir et vit la mâchoire d'Alexandre se contracter. L'enfant regardait la fontaine. Il avait soif de vie, monsieur, pas d'écran. Alors j'ai laissé la serpillière, je l'ai sorti de sa chaise et je l'ai amené ici. Hélène prit une profonde inspiration et continua, gagnant en confiance en voyant qu'Alexandre buvait chacune de ses paroles. Les enfants n'ont pas besoin de jouets chers, monsieur Alexandre. Ils ont besoin de se salir. Ils ont besoin de sentir l'eau froide, de toucher les feuilles des plantes. Ils ont besoin que quelqu'un leur fasse des chatouilles et leur parle en les regardant dans les yeux, pas en regardant une montre. J'ai juste joué avec lui. Comme je jouais avec mes petits frères au village, je lui ai appris à éclabousser. Alexandre regarda la scène, l'eau renversée, les gants de caoutchouc criards, l'uniforme en polyester bon marché, tout était si imparfait, si éloigné des standards de sa vie de luxe. Et pourtant, c'était la seule chose réelle dans cette maison. L'infirmière, murmura Alexandre, son ton passant soudainement de l'émotion à une froide fureur. Où est l'infirmière sous contrat? La spécialiste qui a touché 5 000 € ce mois-ci est à la cuisine, monsieur, en train de prendre un café et de téléphoner, répondit Hélène à voix basse. Alexandre se leva lentement, l'eau goûtait de son pantalon de créateur, mais il ne ressemblait plus à l'homme vaincu d'il y a quelques minutes. Il y avait un nouveau feu dans ses yeux, une détermination féroce. « Levez-vous, Hélène », ordonna-t-il, mais sa voix était douce avec elle. Hélène se leva avec précaution, portant Léo sur sa hanche. Le bébé posa sa tête sur l'épaule de la domestique, totalement détendu et heureux. « Écoutez-moi bien », dit Alexandre en sortant son portefeuille de la poche intérieure de sa veste et en jetant une liasse de billets sur la table de verre, sans même les compter, comme si l'argent était de la pacotille. « À partir de cette seconde, vos obligations de nettoyage sont terminées. Je ne veux plus vous voir frotter une seule assiette,
ni nettoyer une seule toilette dans cette maison. Jamais. Hélène ouvrit de grands yeux. Vous me renvoyez? Tout le contraire. Alexandre fit un pas vers elle, envahissant son espace personnel avec une intensité qui fit rougir Hélène. Je vais tripler votre salaire. Je vais vous donner une assurance maladie complète pour vous et votre mère malade. Vous aurez un chauffeur si vous en avez besoin, mais à une condition. Alexandre désigna son fils qui jouait avec un bouton de l'uniforme d'Hélène. Votre seul travail, votre seule mission dans cette vie à partir d'aujourd'hui est de le faire continuer à rire. Personne d'autre ne le touche, sauf vous. Compris? Avant qu'Hélène ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse réaliser que sa vie venait de changer en une seconde, la porte principale du manoir s'ouvrit brusquement. Le bruit de talons hauts, pointus et agressifs résonna dans le hall, s'approchant rapidement de la véranda. Alexandre, une voix féminine, stridente et chargée d'une fausse inquiétude, rompit l'atmosphère magique. « Que fait votre voiture dehors? Vous étiez censé être déjà en vol. » C'était Valérie, la fiancée d'Alexandre, une femme de la haute société, impeccable, blonde et aussi froide que le marbre du sol. Elle entra dans la véranda et s'arrêta net en voyant la scène. Ses yeux balayèrent Alexandre, les pantalons mouillés, puis se posèrent avec un dégoût absolu sur Hélène. Elle regarda les gants de caoutchouc jaune touchant les vêtements de marque du bébé. « Que diable se passe-t-il ici ?» demanda Valérie, plissant le nez comme si elle sentait quelque chose de pourri. « Pourquoi cette domestique a-t-elle Léo? Retirez-lui ses mains gantées avant qu'il n'attrape une maladie de pauvre. » L'air dans la pièce devint irrespirable. Alexandre tourna lentement la tête vers sa fiancée et Hélène sentit un frisson. La guerre venait de commencer. Le silence qui suivit le cri de Valérie fut plus froid que la glace. Hélène serra instinctivement Léo contre sa poitrine, couvrant les oreilles du bébé de ses mains gantées pour le protéger du ton strident et venimeux de la femme. Le petit, sentant la tension dans l'air, cessa de rire et cacha son visage dans le cou de l'employé, cherchant refuge. Alexandre ne bougea pas immédiatement, il resta à fixer sa fiancée, mais pas avec l'amour ou la déférence qu'elle attendait. Il la regardait comme on regarde un étranger qui vient d'interrompre un moment sacré. « Baissez la voix, Valérie », dit Alexandre d'un ton dangereusement bas et contrôlé. « Vous faites peur à mon fils. » Valérie cligna des yeux, offensée, fit un pas en arrière, lissant sa robe de créateur immaculé et désigna Hélène d'un doigt accusateur qui tremblait près de la fontaine. « C'est moi qui lui fais peur ?» Elle laissa échapper un rire incrédule et nerveux. « Alexandre, pour l'amour de Dieu, regardez cette scène. Vous avez la femme de ménage. Une femme qui nettoie probablement des toilettes avec ses mêmes gants, qui enlace l'héritier de votre empire. C'est anti-hygiénique, c'est dégradant, cet enfant a un système immunitaire délicat. » Alexandre avança d'un pas vers Valérie, ignorant ses plaintes concernant les germes. Sa présence était imposante, chargée d'une autorité qui fit taire Valérie net. « Ce que cet enfant a, Valérie, c'est un père qui a été aveugle, » dit-il, se tournant pour regarder Hélène, adoucissant instantanément son regard. « Et ce que vous appelez anti-hygiénique, moi je l'appelle le premier moment de bonheur authentique que Léo ait eu en 365 jours. » À ce moment précis, la porte de la cuisine s'ouvrit. Entra l'infirmière titulaire, Mademoiselle Berthe, une femme de 50 ans en uniforme blanc amidonné, diplômée universitaire et avec une attitude perpétuelle de supériorité. Elle entra avec une tasse de café dans une main et son téléphone portable dans l'autre, riant de quelque chose sur l'écran. En levant les yeux et en voyant le patron trempé et la fiancée furieuse, la tasse de café trembla dans sa main. « Monsieur Alexandre », s'exclama l'infirmière en rangeant maladroitement son portable dans sa poche. « Je ne savais pas que vous étiez rentré. Je préparais la collation de l'enfant. »« Et vous ?» l'interrompit Alexandre. Il ne cria pas, ce n'était pas nécessaire. Le mot coupa l'air comme un couteau. Alexandre marcha vers elle. Chaque pas résonnait dans la véranda. « Je vous paie 5 000 € par mois, Berthe. 5 000. Je vous ai donné un appartement dans l'aile ouest. Je vous ai donné un accès illimité à la carte de crédit pour les besoins de l'enfant. » Alexandre s'arrêta à un demi-mètre d'elle. « Et où étiez-vous pendant que mon fils était seul dans le hall? »« Je suis juste allé 1 minute à la cuisine. L'enfant était en sécurité dans sa chaise. » balbutia la femme en pâlissant. « Il était attaché à une chaise devant une télévision, » corrigea Alexandre avec froideur. Pendant que cette femme, il désigna Hélène, à qui on a payé le salaire minimum et à qui personne n'a donné d'instruction, a été la seule capable de voir que mon fils avait besoin d'un humain
pas d'une machine. Alexandre désigna la porte principale. Vous êtes renvoyé. Vous avez 10 minutes pour sortir vos affaires de ma maison. Si dans 11 minutes vous êtes encore ici, j'appellerai la sécurité pour qu'on vous sorte de force. Mais, monsieur, j'ai un contrat, vous ne pouvez pas. Dehors. Le rugissement d'Alexandre fit vibrer les vitres de la véranda. Léo sursauta, mais Hélène commença à le bercer doucement, lui murmurant des choses à l'oreille pour le calmer. Et l'enfant se détendit instantanément. L'infirmière s'enfuit en pleurant. Valérie observait la scène, bouche bée, incapable de comprendre que son fiancé venait de renvoyer une professionnelle qualifiée pour défendre une simple domestique. Alexandre se tourna de nouveau vers Hélène. La transformation de son visage fut immédiate. De la fureur du dragon à un calme protecteur. « Hélène, dit-il, ignorant la présence de Valérie, ce que je vous ai dit avant est sérieux. À partir d'aujourd'hui, votre salaire est triplé. Je ne veux plus que vous touchiez un balai. Votre travail, c'est Léo. Acceptez-vous » Hélène regarda Alexandre, puis Valérie, dont les yeux distillaient une haine pure. Elle savait qu'accepter, c'était déclarer la guerre à la future maîtresse de maison. Mais elle sentit ensuite la petite main de Léo agripper son doigt, s'accrochant à elle comme si elle était sa seule planche de salut dans une mer de solitude. Hélène leva le menton. Pour la première fois, elle ne se sentit pas comme la femme de ménage. « J'accepte, monsieur », dit-elle d'une voix ferme, « mais à une condition. » Valérie laissa échapper un souffle. « Condition ? Maintenant, la domesticité pose des conditions. C'est le comble, Alexandre. » Alexandre leva une main pour faire taire Valérie et acquiesça vers Hélène. « De quoi avez-vous besoin ? » « J'ai besoin que vous me laissiez prendre soin de lui à ma manière, » dit Hélène, regardant directement dans les yeux du millionnaire. Sans horaire rigide de tablette, sans enfermement dans la chambre capitonnée. S'il veut jouer avec la terre, il jouera avec la terre. S'il veut rire, il rira. Je veux carte blanche pour être humaine avec lui. Alexandre esquissa un demi-sourire, le premier en un an. Un sourire qui illumina son visage fatigué et le fit paraître 10 ans plus jeune. Accordé. Valérie sentit un nœud à l'estomac. Ce n'était pas seulement de la rage pour l'insubordination, c'était quelque chose de plus dangereux. Elle avait vu ce sourire chez Alexandre. Et ce sourire n'était pas pour le bébé, c'était pour la femme qui le tenait. « Bien, » dit Valérie, retrouvant son calme froid et calculateur. Elle marcha vers Alexandre et lui posa une main sur la poitrine, marquant son territoire. « Si c'est ce que tu veux pour Léo, mon amour, je te soutiens. Mais cette fille a besoin d'un bain urgent. Elle sent le chlore et la pauvreté. » Valérie regarda Hélène avec un sourire de requin. « Bienvenue à votre nouveau poste, ma chère. J'espère que vous serez à la hauteur, car dans cette maison, les erreurs se paient très cher. » Abonnez-vous pour voir comment l'envie de Valérie se transforme en un plan macabre qui mettra en danger la vie de tous. 2 jours plus tard, l'atmosphère du manoir avait radicalement changé. Là où il y avait auparavant un silence sépulcral, on entendait désormais de temps en temps de petits bruits de vie. Hélène avait tenu parole. Elle n'avait pas remis son uniforme de nettoyage. Alexandre avait ordonné qu'on lui apporte des vêtements confortables et simples, adaptés pour jouer avec un enfant, mais de bonne qualité. Elle portait maintenant un pantalon de lin beige et une douce blouse blanche. Elle rayonnait et, surtout, Léo ne la quittait pas. Ils étaient dans le jardin arrière, à l'ombre d'un chêne centenaire. Hélène était assise sur l'herbe, et Léo tentait ses premiers pas hésitants vers elle, riant chaque fois qu'il perdait l'équilibre et tombait sur l'herbe douce. Depuis le balcon du 2e étage, Valérie observait la scène avec des jumelles de théâtre. Ses jointures étaient blanches à force de serrer le métal. « Regarde-la » murmura-t-elle pour elle-même. Elle se prend pour la maîtresse du manoir. Elle se prend pour la mère. Ce qui dérangeait le plus Valérie, ce n'était pas qu'Hélène s'occupe de l'enfant. Ce qui la rongeait de l'intérieur, c'était ce qu'elle avait vu ce matin au petit déjeuner. Alexandre, qui lisait habituellement les nouvelles financières sur sa tablette, sans adresser la parole à personne, était resté 10 minutes supplémentaires à table, observant simplement Hélène donner de la bouillie à Léo dans sa chaise haute. Alexandre avait ri. Il avait croisé le regard de l'employé. Une complicité naissait là, une étincelle que Valérie n'avait jamais réussi à allumer en 3 ans de relations calculées. Valérie baissa les jumelles et se dirigea vers le jardin. Elle devait mettre les choses au clair. Quand elle arriva au chêne, Hélène aidait Léo à se relever. En voyant la dame, Hélène se tendit immédiatement et prit le bébé dans ses bras, se levant en signe de respect. « Bonjour, mademoiselle Valérie », dit Hélène en baissant les yeux. Valérie ne répondit pas au salut. Elle marcha lentement autour d'Hélène, l'examinant comme on examine un cheval de foire défectueux.
Ces vêtements sont trop grands pour vous, dit Valérie avec dédain. Et la couleur ne vous va pas, bien sûr. Je suppose que tout est mieux que ces chiffons bleus que vous portiez avant. Monsieur Alexandre a insisté pour que je sois à l'aise afin de pouvoir courir après Léo, répondit Hélène, gardant son calme. Monsieur Alexandre, imita Valérie d'une voix moqueuse. Ne vous méprenez pas, petit arriviste. Alexandre est reconnaissant que vous ayez réussi à ce que l'enfant cesse de baver et commence à agir normalement. C'est de la gratitude, rien de plus. Ne commencez pas à tisser des fantasmes dans votre petite tête. Valérie s'approcha si près qu'Hélène put sentir son parfum cher et écœurant. Vous êtes la nounou, la servante glorifiée. Dès que Léo grandira un peu et aura besoin d'une vraie éducation, de niveau, nous vous donnerons un coup de pied et vous retournerez nettoyer les sols ou à la rue d'où vous venez. Avez-vous compris? Hélène leva les yeux. Ses yeux, normalement doux, brillèrent d'une dignité inattendue. La vie l'avait beaucoup frappée. Elle avait fui un passé violent. Elle avait souffert de la faim, mais elle n'allait permettre à personne de la piétiner maintenant qu'elle avait quelqu'un à protéger. « Je comprends parfaitement ma place, mademoiselle », dit Hélène d'une voix douce mais ferme. « Ma place est là où Léo a besoin de moi, et tant que monsieur Alexandre me voudra ici, je serai ici. Non pas pour l'argent ni pour les vêtements, mais parce que cet enfant a besoin d'amour, pas de quelqu'un qui le regarde avec des jumelles depuis le balcon. » Le visage de Valérie se défigura de rage. « Comment osez-vous, insolente ?» Valérie leva la main, prête à gifler l'employé. « Valérie !» La voix d'Alexandre résonna derrière elle. Valérie se figea, la main en l'air, transformant rapidement le geste en un mouvement pour arranger ses cheveux. Elle se retourna avec un sourire faux et éclatant. « Mon amour !» s'exclama Valérie. « Tu es rentré tôt du bureau. J'étais juste en train d'enlever une abeille de l'épaule d'Hélène, n'est-ce pas, Hélène ?» Alexandre s'approcha. Il ne regarda pas Valérie, il regarda Hélène, cherchant tout signe de peur ou de blessure. Puis il regarda sa fiancée avec un sourcil levé. Il n'était pas stupide. Il connaissait Valérie et son tempérament classiste. « Faites attention aux abeilles, Valérie, » dit Alexandre avec un double sens. « Je ne veux pas que quiconque se fasse piquer dans mon jardin. » Il se baissa et prit Léo dans ses bras. L'enfant, en voyant son père, lui donna une tape sur la joue et sourit. Alexandre ferma les yeux, savourant le contact. « Hélène, préparez une petite valise pour Léo, » dit Alexandre sans ouvrir les yeux. « Je veux les emmener à la propriété au bord du lac ce week-end. Les deux, l'air pur fera du bien à l'enfant. »« À la propriété au bord du lac ?» intervint Valérie d'une voix aiguë. « Quelle excellente idée, mon amour. J'ai un nouveau bikini que… » « Non, Valérie. » Alexandre la coupa, ouvrant les yeux et la fixant. « Tu as ce gala de charité dont tu as tant parlé. Je ne veux pas que tu le manques en t'ennuyant à la campagne avec nous. J'irai seulement avec Léo et Hélène. C'est un voyage père-fils. Hélène n'est là que pour l'assistance. » Ce fut un coup direct à l'ego de Valérie. Ce fut une humiliation. Il allait partir un week-end entier, seul dans un chalet isolé avec la servante. Valérie sentit le sang lui bouillir. Elle acquiesça rigidement. « Bien sûr, tu as raison. Le gala est important. Amusez-vous bien. » Valérie fit demi-tour et marcha vers le manoir. Ses talons s'enfonçaient avec fureur dans le gazon. Elle garda le sourire jusqu'à ce qu'elle entre dans la maison et ferme la porte de son bureau privé. Alors le masque tomba. Elle lança un vase en porcelaine contre le mur, le brisant en 1000 morceaux. Elle respirait haletante comme un animal acculé. Cette servante ne lui volait pas seulement sa place, elle lui volait le contrôle sur Alexandre et par conséquent, le contrôle sur la fortune. Si Alexandre tombait amoureux de la nounou, le mariage serait annulé, les millions disparaîtraient. Valérie sortit un téléphone jetable qu'elle avait caché dans un coffre-fort derrière un tableau. Ses doigts, manucurés à la perfection, composèrent un numéro qui ne figurait pas dans son répertoire officiel. Elle attendit la tonalité. « Oui », répondit une voix rauque et masculine à l'autre bout. « Nous avons un problème », dit Valérie en regardant par la fenêtre vers le jardin, où Alexandre et Hélène riaient ensemble avec le bébé. « La vermine que je vous ai demandé d'enquêter est devenue un obstacle majeur. J'ai besoin que vous accélériez le plan. Cela coûtera le double si vous le voulez vite, » dit la voix. « Je vous paierai le triple, » siffla Valérie. « Mais je veux qu'elle disparaisse de cette maison. Je me fiche de la manière. Je veux qu'Alexandre la déteste. Je veux qu'il la voie comme une voleuse, une criminelle. Ou pire, compris, préparez le terrain. Ce soir, nous agissons. » Valérie raccrocha le téléphone et sourit en voyant son reflet dans le miroir. « Profitez de votre week-end, Hélène, » murmura-t-elle, « car ce sera le dernier que vous passerez sous ce toit. »
Abonnez-vous dès maintenant pour être témoin du piège parfait qui est sur le point de détruire la vie d'Hélène et de briser le cœur du millionnaire. La nuit tomba sur le manoir comme un manteau lourd et suffocant. Il ne restait que 8 heures avant le départ pour la propriété au bord du lac et la tension dans l'air était électrique. Hélène était dans sa petite chambre de service, pliant soigneusement les quelques vêtements qu'elle avait pour le voyage. Son cœur débordait d'une illusion naïve. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que la vie lui offrait un répit. Elle allait quitter la ville, elle allait voir des arbres, de l'eau, et elle allait être avec Léo et Alexandre, loin du regard venimeux de Valérie. Elle ne se rendit pas compte que la porte de sa chambre s'était entr'ouverte silencieusement. Valérie entra sans frapper, marchant avec la furtivité d'un serpent. Dans ses mains, elle portait une pile de serviettes blanches et moelleuses. « Tenez », dit Valérie d'une voix étrangement douce qui fit sursauter Hélène. « Alexandre veut que vous emportiez ces serviettes spéciales pour le bébé. Elles sont en coton égyptien. Nous ne voulons pas que sa peau s'irrite avec les draps du chalet, n'est-ce pas ?» Hélène se leva immédiatement, surprise par le changement d'attitude. « Merci, Madame Valérie. Je vais les ranger tout de suite. Ne vous dérangez pas, je vous aide. » Valérie posa les serviettes sur le lit et, d'un mouvement rapide et calculé, poussa accidentellement son sac de créateur contre le vieux sac à dos en tissu d'Hélène qui était ouvert sur la chaise. Tandis qu'Hélène se tournait pour ranger les serviettes, la main de Valérie se glissa comme un éclair dans son propre sac. Elle en sortit un objet lourd et doré et le laissa tomber au fond du sac à dos d'Hélène, le recouvrant rapidement d'un pull usé de l'employé. « C'est prêt », dit Valérie en souriant froidement. « Tout est prêt pour votre grande aventure ?» Valérie sortit de la pièce avant qu'Hélène ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Hélène sentit un frisson, une mauvaise prémonition qu'elle ne sut identifier, mais elle l'ignora. Elle devait se concentrer sur Léo. Une demi-heure plus tard, le chaos éclata dans le salon principal. Alexandre était en train de vérifier quelques courriels sur son portable, attendant qu'Hélène descende avec le bébé pour donner les dernières instructions au chauffeur, quand Valérie dévala les escaliers en courant, feignant une attaque de panique absolue. « Il n'est pas là, il n'est pas là !» criait Valérie, fouillant les coussins du canapé avec frénésie. « Alexandre, tu dois faire quelque chose !» Alexandre leva les yeux en fronçant les sourcils. « De quoi parles-tu, Valérie ? La montre de mon grand-père n'est plus là !» cria-t-elle, de fausses larmes brillant dans ses yeux. La Patek Philippe en or, je l'ai laissée sur la console d'entrée il y a 20 minutes parce qu'elle me serrait le poignet. Je suis allé aux toilettes, et en revenant, elle n'y était plus. Le visage d'Alexandre s'assombrit. Cette montre ne valait pas seulement plus que la maison d'une personne moyenne. C'était une relique familiale de Valérie. Personne n'est entré ni sorti de la maison au cours de la dernière heure, dit Alexandre d'une voix grave. Le système de sécurité est activé. Exactement. Valérie s'arrêta et regarda vers le couloir de service, juste au moment où Hélène apparaissait, portant son vieux sac à dos sur une épaule et Léo dans l'autre bras, prête à aller se coucher. Personne n'est entré. Mais il y a des gens qui partent en voyage demain. Neivai, des gens qui ont besoin d'argent rapidement. Alexandre suivit le regard de Valérie et vit Hélène. « Valérie, ne dites pas de bêtises, » dit Alexandre en défendant la nounou par instinct. Hélène a été avec Léo tout l'après-midi. « Eh bien qu'elle vide son sac », exigea Valérie en désignant le sac à dos usé. « Si elle n'a rien à cacher, ça ne la dérangera pas, n'est-ce pas ?» Hélène resta paralysée sur le seuil du salon. Elle serra Léo fort contre elle. Le bébé, sentant sa peur, commença à gémir. « Monsieur, je n'ai rien pris », dit Hélène d'une voix tremblante, mais regardant Alexandre dans les yeux. « Je vous le jure sur ma vie. »« Alors, montrez-nous », insista Valérie, marchant vers elle et lui arrachant violemment le sac à dos de l'épaule. « Valérie, ça suffit !» cria Alexandre en faisant un pas en avant. Mais il était trop tard. Valérie vida le sac à dos sur le tapis persan. Quelques vieux t-shirts tombèrent, un peigne en plastique, un livre usagé et, avec un son métallique et lourd, la montre en or massif roula sur le sol jusqu'à s'arrêter aux pieds d'Alexandre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexandre regarda la montre, puis il regarda Hélène. Ses yeux gris, qui quelques heures plus tôt la regardaient avec admiration et chaleur, se remplirent d'une déception si profonde qu'Hélène en souffrit plus qu'un coup physique. C'était le regard d'un homme qui avait commencé à faire confiance et venait d'être trahi. « Non », murmura Hélène en secouant la tête, les larmes aux yeux. « Monsieur, je ne sais pas comment cela est arrivé là. Quelqu'un l'a mis. Je vous le jure. Menteuse », cria Valérie en ramassant la montre triomphante. « Voilà la preuve, Alexandre. C'est une vulgaire voleuse.
Elle a profité de votre fils pour vous voler sous votre nez. Appelez la police tout de suite. » Léo éclata en sanglots à plein poumon, effrayé par les cris. Hélène tenta de le calmer, mais Alexandre leva une main, l'arrêtant net. « Ne le touchez pas, » dit Alexandre. Sa voix était de la glace pure, morte. Hélène sentit que le monde s'effondrait sur elle. « Monsieur, s'il vous plaît, croyez-moi, j'ai dit de ne pas le toucher. » Rugit Alexandre. Il s'avança vers elle et lui arracha le bébé des bras. Léo tendit ses petits bras vers Hélène en pleurant inconsolablement, criant « Maman, maman !» Mais Alexandre ne céda pas. « Valérie, appelez la sécurité !» ordonna Alexandre sans cesser de regarder Hélène. « Qu'il fouille sa chambre, qu'il fouille tout. »« Et la police ?» demanda Valérie, impatiente de la voir menottée. Alexandre regarda son fils pleurer dans ses bras, luttant pour retourner vers la soi-disant voleuse. Il y avait un doute minuscule dans son cerveau, une intuition qui se battait contre l'évidence physique, et il y avait la douleur de Léo. « Non, » dit Alexandre, « il n'y aura pas de police. Je ne veux pas de scandale dans la presse. » Il se tourna vers Hélène avec une froideur qui la glaça jusqu'aux os. « Le voyage est annulé. Vous êtes confiné à votre chambre de service jusqu'à ce que je décide quoi faire de vous. Si vous tentez de quitter la propriété, alors oui, j'appellerai la police et je vous assure que vous pourrirez en prison pendant des années. Compris ? Mais, monsieur, sanglota Hélène. Loin de ma vue, cria-t-il. Hélène s'enfuit en courant vers le couloir de service, étouffée par les pleurs. Derrière elle, elle entendit le rire triomphant de Léo se transformer en un sanglot, déchirant que personne ne pouvait consoler. Valérie sourit dans le dos d'Alexandre, caressant la montre récupérée. Le piège avait fonctionné à la perfection. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir si Alexandre sera capable de voir la vérité ou s'il condamnera la seule femme qui aime son fils. Le manoir, qui pendant 2 jours avait vibré d'une énergie nouvelle, redevint un mausolée sombre et silencieux. Mais cette fois, le silence était pire, car il était interrompu par intermittence par les sanglots d'un enfant qui ne comprenait pas pourquoi on lui avait arraché sa source de bonheur. 24 heures s'étaient écoulées depuis l'incident de l'amont. Hélène était enfermée dans sa chambre de service au sous-sol, assise au bord de son lit étroit, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Elle n'avait rien mangé. Le plateau qu'on lui avait laissé à la porte était toujours intact. La seule chose qui lui importait, la seule chose qui torturait son âme, étaient les cris qu'elle entendait au loin, provenant des étages supérieurs. Léo n'avait pas cessé de pleurer. À l'étage, dans la suite principale, la situation était désespérée. Alexandre marchait de long en large avec le bébé dans les bras, il avait de profondes cernes et la chemise froissée. « Ça suffit, Léo, s'il te plaît », supplia Alexandre en berçant maladroitement l'enfant. « Papa est là, tout va bien, mais rien n'allait bien. » Léo refusait le biberon, refusait ses jouets chers, se cambrait en arrière, le visage rouge et baigné de larmes, cherchant désespérément Hélène. Il était revenu à cet état d'angoisse. Mais maintenant c'était violent, actif. Ce n'était pas le silence d'avant, c'était le cri d'abandon. Valérie entra dans la pièce en se bouchant les oreilles. « Pour l'amour de Dieu, Alexandre, tu ne peux pas le faire taire ?» se plaignit-elle. « J'ai mal à la tête avec ce bruit infernal. Donne-lui un calmant ou quelque chose. » Alexandre se tourna vers elle avec un regard assassin. « C'est un bébé, Valérie, pas une machine dont on baisse le volume. Il souffre. Eh bien, appelle l'infirmière que tu as renvoyée ou engageant une autre. Mais fais quelque chose. » Valérie regarda l'enfant avec agacement. Il est clairement gâté à cause de cette voleuse. Il s'est habitué aux bras de cette femme, et maintenant il fait un caprice. « Pars », dit Alexandre, fatigué. « Quoi, pars? Tu n'aides en rien. » Valérie renifla et sortit en claquant la porte. Alexandre resta seul, se sentant l'homme le plus impuissant du monde, malgré ses millions. Il regarda l'horloge au mur. Il était 3 heures du matin. Son fils n'avait pas dormi depuis des heures, ni mangé. Il brûlait de fièvre émotionnelle. Alexandre s'assit au bord du lit, vaincu, posa Léo sur le matelas, mais l'enfant ne faisait que donner des coups de pied et pleurer plus fort. « Je ne sais pas quoi faire », murmura Alexandre dans le vide. « Pardonne-moi, mon fils, je ne sais pas quoi faire. » Au sous-sol, Hélène ne put plus le supporter. Elle entendait les pleurs à travers les conduits de ventilation. Chaque cri de Léo était comme une aiguille dans son cœur. Elle savait qu'Alexandre lui avait interdit de sortir. Elle savait que si elle montait, elle risquait d'aller en prison. Elle savait que Valérie attendait n'importe quelle excuse pour la détruire. Mais l'instinct maternel est plus fort que la peur de la loi. Hélène se leva, se lava le visage à l'eau froide, lissa son uniforme et ouvrit la porte de sa chambre. Le couloir était sombre. Les gardes de sécurité étaient au périmètre extérieur,
Mais la maison était silencieuse, sauf pour les pleurs du bébé. Elle monta les escaliers de service pieds nus pour ne pas faire de bruit. Son cœur battait à tout rompre. « Je vais juste le calmer », se dit-elle. « Si on me met en prison après, qu'il en soit ainsi, mais je ne le laisserai pas souffrir cette nuit. » Elle arriva dans le couloir principal. La porte de la suite d'Alexandre était entr'ouverte. Une lumière tamisée filtrait vers le couloir. Hélène s'arrêta une seconde, respirant profondément, puis poussa doucement la porte. La scène qu'elle vit lui brisa l'âme. Alexandre était assis par terre, la tête entre les mains, totalement dépassé. Léo était allongé sur le tapis à côté de lui, enroué d'avoir tant crié, toussant et pleurant sans réconfort. Alexandre entendit le mouvement et leva brusquement la tête. Ses yeux rouges rencontrèrent ceux d'Hélène. « Je vous ai dit de ne pas sortir », commença à dire Alexandre, mais sa voix n'avait aucune force. Il n'y avait pas de colère, seulement un épuisement total. Hélène ne répondit pas, ne demanda pas la permission, ne s'excusa pas, elle traversa simplement la pièce, ignorant l'homme le plus puissant de la ville, et s'agenouilla près du bébé. « Chut, mon amour, je suis là », murmura Hélène avec cette voix chaleureuse et magique qui semblait avoir un effet hypnotique. Elle souleva Léo du sol et le serra contre sa poitrine, le berçant d'un rythme doux et constant. L'effet fut instantané, presque miraculeux. Le corps rigide et tendu du bébé se détendit au contact d'elle. Les pleurs déchirants se transformèrent en sanglots saccadés, puis en soupirs, et finalement en silence. Léo enfouit son visage dans le cou d'Hélène, s'accrochant à ses vêtements de ses petits poings serrés, et ferma les yeux. En moins de 2 minutes, l'enfant dormait profondément. Le silence revint dans la pièce, mais cette fois c'était un silence de paix. Hélène continua de bercer l'enfant, fredonnant une mélodie très douce, les yeux fermés et des larmes coulant sur ses propres joues. Alexandre observait du sol, muet. Il voyait la femme qu'il avait prétendument volée, la criminelle, risquant sa liberté juste pour consoler son fils. Il voyait comment son fils, qui le rejetait lui et le monde entier, trouvait la paix uniquement dans ses bras. Un doute terrible assaillit Alexandre. Un voleur dérobe des objets de valeur, mais Hélène tenait le plus grand trésor d'Alexandre comme si c'était le sien. « Pourquoi ?» demanda Alexandre dans un murmure, brisant le sortilège. « J'aurais pu appeler la police tout de suite. Vous pourriez aller en prison pour avoir désobéi et être entré ici. Pourquoi êtes-vous venu ?» Hélène ouvrit les yeux et le regarda. Il n'y avait pas de défi dans son regard, seulement une vérité écrasante. « Parce qu'il m'appelait, monsieur, et une montre en or ne vaut pas une seule larme de cet enfant. Vous pouvez m'envoyer en prison demain si vous voulez, mais laissez-le dormir tranquille cette nuit. » Alexandre sentit un nœud dans la gorge, regarda le visage serein de son fils endormi, et puis le visage honnête d'Hélène. À ce moment-là, la logique froide des affaires se heurta à la réalité du cœur. Personne qui feint l'amour ne peut obtenir cette paix chez un enfant. Personne. Alexandre se leva lentement. Il n'appela pas la sécurité. Il ne cria pas. Il marcha vers la porte et la ferma à clé, laissant Valérie et le monde extérieur dehors. « Restez », dit-il, se rasseyant dans un fauteuil proche, les observant. « Restez jusqu'à ce qu'ils se réveillent. » Ce fut la première fissure dans la condamnation. Ce fut le début du doute. Mais Alexandre avait besoin de preuves, pas seulement de sentiments. Et il ne savait pas que les caméras de sécurité de la maison gardaient des secrets que lui-même n'imaginait pas. Abonnez-vous dès maintenant pour voir comment une découverte dans les enregistrements changera la donne et mettra Valérie au pied du mur. La lumière de l'aube commençait à peine à teinter de gris les fenêtres du manoir, mais Alexandre n'avait pas fermé l'œil. Il avait passé les 3 dernières heures assis dans le fauteuil en cuir de son bureau, une coupe de whisky intacte à la main et le regard fixé sur le mur, tandis que dans la pièce contiguë, la prétendue voleuse dormait enlacée à son fils. Il ne pouvait pas s'ôter de la tête l'image d'Hélène entrant dans sa chambre. Il n'y avait pas de peur pour sa propre sécurité dans ses yeux, seulement une terreur absolue pour la souffrance de Léo. Quelle sorte de criminel risquerait sa liberté pour calmer les pleurs d'un bébé qui n'est pas le sien? Le doute le rongeait de l'intérieur. Il avait besoin de réponses et d'objectivité. Alexandre se leva brusquement, posa la coupe sur la table et sortit du bureau. Il ne se dirigea pas vers la chambre, mais vers le sous-sol, vers la salle de sécurité blindée, où étaient stockés les enregistrements des 30 caméras haute définition qui surveillaient chaque recoin de la propriété. Il composa le code d'accès et la lourde porte s'ouvrit avec un bourdonnement. L'air à l'intérieur était froid, réfrigéré pour protéger les serveurs. Alexandre s'assit devant la console principale, éclairée uniquement par la lueur bleue fantomatique des moniteurs. « Voyons la vérité », murmura-t-il.
Il chercha d'abord l'enregistrement de la veille au soir, le moment du prétendu vol. Il rembobina jusqu'à 18h, caméra du hall. Il vit Valérie entrer dans le cadre, belle et élégante, ajustant sa montre au poignet. Il la vit la déposer sur la console d'entrée. Jusque-là, l'histoire de sa fiancée était vraie. Puis Valérie marcha vers la salle de bain des invités. La caméra capta le couloir vide pendant 10 minutes. Alexandre se pencha vers l'écran en plissant les yeux. À la minute 18:01, Hélène traversa le hall, son sac à dos sur l'épaule et Léo dans les bras. Elle passa près de la console, très près. Mais juste à cette seconde, l'angle de vision fut bloqué. Valérie avait placé un énorme arrangement floral ce matin-là, qui créait un angle mort parfait sur la table. Alexandre frappa la table de frustration. On ne voyait pas la main d'Hélène prendre la montre. On la voyait passer, s'arrêter une seconde pour ajuster le bébé et continuer. Elle aurait pu la prendre ou non. La preuve n'était pas concluante. Sacré nom, siffla Alexandre. Il était sur le point d'éteindre le système, résigné à ce que le doute persiste quand une impulsion différente l'assaillit. S'il ne pouvait pas prouver le délit, il prouverait le caractère. Il changea de fichier, chercha les enregistrements de la chambre du bébé des nuits précédentes. Il voulait voir comment Hélène se comportait quand elle croyait que personne ne l'observait, quand il n'y avait pas de public pour jouer la comédie. Il ouvrit le fichier de la nuit de mardi, l'image en noir et blanc de la caméra nocturne, montra Hélène, berçant Léo dans le fauteuil à bascule. Le bébé était agité. Hélène ne regardait ni son portable ni la télévision, elle le regardait lui. Alexandre augmenta le volume de l'audio. « Et ton papa est un homme très bon, Léo. » On entendit la voix douce d'Hélène à travers les haut-parleurs, chantante et douce. Même s'il a ce visage sérieux et qu'il crie un peu, il a le cœur brisé. Tu dois être patient avec lui, mon amour. Alexandre resta figé sur sa chaise. Hélène le défendait, lui, l'homme qui la traitait froidement. « Il t'aime », continua Hélène dans l'enregistrement, caressant le front de l'enfant. Seulement, il a oublié comment le dire. Mais nous allons lui apprendre, n'est-ce pas? Nous allons prier pour lui. À l'écran, l'humble employé ferma les yeux, joignit ses mains sur la petite tête du bébé et commença à murmurer une prière. « Mon Dieu, s'il vous plaît, donnez la paix à Monsieur Alexandre. Enlevez cette douleur qui l'empêche de respirer. Veillez sur lui pendant son voyage et faites qu'il revienne en bonne santé, car ce petit ange a besoin de lui et moi, je promets de prendre soin de son trésor de ma vie. Amen. » Alexandre sentit comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. L'air lui échappa des poumons. Voilà la femme qu'on avait accusée de voler une montre pour la vendre. Une femme qui, dans la solitude de la nuit, priait Dieu pour la santé de son patron et promettait de prendre soin de son fils de sa vie. Les larmes, celles qu'Alexandre croyait avoir épuisées des années auparavant, revinrent lui piquer les yeux. Il recula la vidéo et la regarda encore et encore. Cette bonté ne pouvait être feinte, cette dévotion ne s'achetait pas, même avec le triple de salaire. Alexandre passa ses mains sur son visage, ressentant une honte profonde. Il avait été sur le point de livrer cette femme à la police, se basant sur la parole de Valérie et sur une coïncidence. « Vous n'êtes pas une voleuse », murmura Alexandre à l'écran. « Vous êtes la seule chose pure dans cette maison. » À ce moment-là, une nouvelle suspicion, sombre et visqueuse, commença à se former dans son esprit. Si Hélène était incapable de voler, alors la montre devait se trouver dans son sac à dos d'une autre manière. Alexandre retourna à l'enregistrement du hall. Il regarda l'arrangement floral qui bloquait la caméra. Il regarda l'heure à laquelle Valérie était allée aux toilettes. Valérie connaissait les angles morts des caméras. Elle-même avait supervisé la redécoration du hall un mois auparavant. Valérie. Le nom sortit de ses lèvres avec un goût amer. Il n'avait pas encore de preuves contre sa fiancée. S'il la confrontait maintenant, Valérie ferait un scandale, se ferait passer pour une victime et pourrait manipuler la situation pour qu'Hélène finisse en prison. De toute façon, Valérie avait des contacts, des avocats, du pouvoir. Alexandre devait être plus intelligent, il devait la piéger à son propre jeu. Il éteignit les moniteurs, effaça l'historique de visualisation pour que personne ne sache qu'il avait été là et se leva. Sa posture avait changé. Il n'était plus l'homme vaincu par le doute, il était maintenant le PDG calculateur qui était sur le point d'exécuter une acquisition hostile. Il monta les escaliers en silence. En passant devant sa chambre, il vit qu'Hélène était déjà réveillée, tentant de sortir furtivement pour ne pas le réveiller. Léo dormant dans ses bras, Alexandre la rencontra dans le couloir. Hélène se recroquevilla de peur, serrant le bébé contre elle,
attendant le renvoi ou la police. Alexandre la fixa. Il ne sourit pas, mais sa voix fut douce, dépourvue de toute agressivité. « Emmenez l'enfant dans son berceau, Hélène, puis allez vous reposer un peu. Vous avez des cernes. » Hélène cligna des yeux, confuse. « Monsieur, et la montre? La police? »« Je m'occupe de tout, » dit Alexandre, posant brièvement une main sur son épaule. Ce fut un toucher léger, mais chargé d'une promesse silencieuse. « Personne ne vous emmènera nulle part. Vous êtes chez vous. » Alexandre se retourna et se dirigea vers la salle de bain pour se doucher. Il devait aller au bureau, ou du moins faire semblant, pour donner à Valérie un faux sentiment de sécurité. Le prédateur devait croire que la proie était distraite, mais il ne savait pas que Valérie, depuis l'entrebâillement de la porte de sa propre chambre d'invité, avait tout vu. Elle avait vu la douceur dans le traitement. Elle avait vu qu'il n'y avait pas de police, et la peur de Valérie se transforma en une détermination homicide. Si le vol n'avait pas fonctionné pour chasser la servante de la maison, il faudrait qu'une tragédie survienne, un accident par négligence, qui prouverait qu'Hélène était un danger pour le bébé. Abonnez-vous dès maintenant pour voir comment la méchanceté de Valérie atteint ses limites et provoque un moment qui vous coupera le souffle. La matinée avançait avec un calme tendu et artificiel. Alexandre était parti à 8 heures, impeccablement vêtu, embrassant Léo sur le front et prenant congé de Valérie avec une froideur courtoise qu'elle interpréta comme du stress suite au vol. « Ne t'inquiète pas, mon amour », lui avait dit Valérie en lui arrangeant la cravate. « Je m'occupe de surveiller la maison pendant que tu règles tes affaires. » Dès que la voiture d'Alexandre eut franchi le portail de fer, le sourire d'épouse parfaite de Valérie s'évanouit, remplacé par une grimace de dégoût. Elle se tourna vers l'intérieur du manoir. Elle savait qu'Hélène était dans la cuisine à préparer le petit déjeuner spécial pour Léo. « Aujourd'hui, tout cela prend fin », murmura Valérie. Elle marcha vers la zone de la piscine intérieure. C'était un espace magnifique avec de hauts plafonds de verre, une piscine chauffée et le sol de marbre poli qui brillait comme un miroir. C'était une zone dangereuse pour un bébé, elle était donc toujours fermée à clé. Mais aujourd'hui, Valérie avait la clé passe-partout dans sa poche. Elle ouvrit les portes de verre en grand, le bruit de l'eau de la piscine réverbéra dans le silence. Valérie sortit de sa poche un petit flacon qu'elle avait pris de l'armoire des produits de nettoyage. Un savon industriel concentré, transparent et extrêmement glissant. Elle marcha jusqu'au bord de la piscine, juste au coin où le couloir débouchait sur la zone humide. Avec une précision chirurgicale, elle versa le liquide visqueux sur le marbre beige. Le savon se répandit, devenant invisible contre la pierre polie. C'était un piège mortel. Toute personne qui courait par là sans précaution perdrait inévitablement l'équilibre. Et si elle portait un bébé dans les bras, eh bien, cela prouverait qu'elle était une bonne à rien maladroite incapable de s'occuper d'un enfant. Valérie sourit, satisfaite de son œuvre. Elle rangea le flacon vide dans sa poche et courut à l'autre bout de la piscine. Elle sortit son portable et composa le numéro de l'extension de la cuisine. Dans la cuisine, Hélène était en train de couper des fruits en petits morceaux, chantonnant doucement. Elle se sentait soulagée par l'attitude d'Alexandre, bien que toujours craintive. Le téléphone mural sonna, la faisant sursauter. Elsidance Delacroix, répondit Hélène. Hélène, Hélène, viens vite. La voix de Valérie résonna à l'autre bout, criant avec une urgence terrifiante. C'est Léo. Il est entré dans la zone de la piscine. Il est au bord. Il va tomber. Le monde d'Hélène s'arrêta. Le couteau tomba de sa main sur la planche à découper. « J'arrive !» cria-t-elle sans réfléchir, sans se demander comment le bébé avait pu arriver là si elle l'avait laissé dans son parc sécurisé 2 minutes auparavant. La panique annula sa logique. Elle n'entendit que piscine et bord. Hélène sortit en flèche de la cuisine. Ses baskets en caoutchouc grinçaient contre le sol alors qu'elle courait dans le couloir principal. Son cœur pompait de l'adrénaline pure. Elle visualisait le bébé tombant à l'eau, se noyant. « Léo !» cria-t-elle en courant. Elle arriva à l'entrée de l'enceinte de la piscine. Elle vit les portes ouvertes. Elle vit Valérie de l'autre côté, debout, regardant vers l'eau, les mains sur la bouche, feignant l'horreur, et elle vit Léo. Le bébé était par terre, près du bord, rampant, confus, mais en réel danger. Valérie l'avait sorti du parc et l'avait mis là quelques secondes auparavant. Hélène ne vit pas la brillance sur le sol. Ses yeux étaient fixés sur l'enfant. « Ne bouge pas, mon amour !» cria Hélène,
et elle accéléra le pas pour l'intercepter avant qu'il ne tombe à l'eau. Elle fit 3 grandes enjambées. À la 3e, son pied droit atterrit sur la tache de savon industriel. Ce fut comme marcher sur de la glace. Hélène perdit violemment l'équilibre. Ses jambes s'envolèrent et son corps bascula en arrière dans une chute incontrôlable. Mais dans cette fraction de seconde, alors que la gravité la réclamait, Hélène ne posa pas les mains pour freiner sa chute. Elle n'essaya pas de protéger sa tête ou son dos. En voyant que son inertie la ferait glisser et éventuellement heurter le bébé et le pousser à l'eau, Hélène fit une torsion antinaturelle dans les airs. Elle tordit son torse avec une force désespérée, lançant son corps sur le côté, loin de l'enfant, pour agir comme une barrière entre Léo et le bord de pierre tranchant. « Attention !» cria-t-elle. Crac! Le son fut sec et répugnant. La tête d'Hélène heurta le bord de marbre d'une marche décorative avec une force brutale. Son corps tomba lourdement au sol, inerte, mais sa main, dans un dernier effort conscient, avait réussi à pousser doucement Léo en arrière, l'éloignant du danger de l'eau. Le bébé, effrayé par le bruit et le mouvement brusque, resta assis sur le sol sec, regardant sa nounou. « Maman » balbutia Léo. Hélène ne répondit pas. Un filet de sang rouge et brillant commença à jaillir de sa tempe, tachant le marbre immaculé et se mélangeant au savon invisible. Ses yeux étaient fermés, sa poitrine bougeait à peine. De l'autre côté de la piscine, Valérie retira ses mains de sa bouche. L'expression d'horreur feinte disparut lentement, remplacée par un regard froid de calcul. Elle ne s'attendait pas à autant de sang, elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si violent, mais le résultat était celui qu'elle voulait. « Stupide !» murmura Valérie. « Je t'avais dit que tu étais maladroite. » Elle s'approcha en marchant prudemment, contournant la zone savonneuse. Elle prit Léo dans ses bras, qui commença à pleurer et à tendre les bras vers le corps immobile d'Hélène. « Ça va, cette femme est folle, elle a failli te tuer », dit-elle au bébé, préparant son mensonge pour quand l'ambulance arriverait. Elle a couru avec le bébé dans les bras et est tombée par maladresse. « Oui, ce sera l'histoire. » Valérie sortit son téléphone pour appeler le 18. Mais avant qu'elle ne puisse composer, elle entendit un son qui lui glaça le sang. Ce n'était pas des sirènes, c'était le son d'un moteur puissant. La voiture d'Alexandre revenait à toute vitesse, dérapant à l'entrée. Il avait oublié son passeport. Valérie pâlit, regarda Hélène inconsciente, le sang s'étendant, le savon sur le sol qu'elle n'avait pas encore nettoyé, et entendit les pas d'Alexandre courant vers la maison, alerté par les cris précédents que, ironiquement, les gardes de sécurité avaient signalés par radio, en le voyant arriver. La porte de la piscine s'ouvrit brusquement. Alexandre entra, haletant. Ses yeux balayèrent la scène en une seconde. Il vit Valérie debout avec l'enfant. Il vit Hélène au sol, ressemblant à une poupée brisée dans une mare de sang cramoisi. « Hélène !» Le cri d'Alexandre fut si déchirant qu'il résonna dans le toit de verre. Il courut vers elle, ignorant Valérie, ignorant tout. Il se jeta au sol sans se soucier de tacher son costume à plusieurs milliers d'euros de sang, et prit le visage pâle d'Hélène entre ses mains. « Hélène, Hélène, respire, s'il te plaît, respire. » Il leva les yeux vers Valérie, les yeux injectés de sang et de larmes. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» rugit Alexandre d'une voix qui promettait la mort. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Valérie recula, serrant Léo plus fort, ressentant pour la première fois une peur réelle. Le plan avait déraillé. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir si Hélène survit et comment un détail sur la scène du crime révélera la terrible vérité à Alexandre. Les lumières rouges et bleues de l'ambulance tournaient frénétiquement, rebondissant contre les murs blancs de l'hôpital privé Sainte-Marie. Les portes arrière s'ouvrirent brusquement et une équipe de paramédicaux descendit la civière à toute vitesse. Traumatisme crânien sévère. Possible hémorragie interne, criait l'un des paramédicaux alors qu'il courait vers la salle d'urgence. Signes vitaux faibles. Alexandre courait à côté de la civière, serrant la main inerte et froide d'Hélène. Son costume bleu marine était taché de sang séché sur les genoux et la poitrine, mais il s'en fichait. Il ne se souciait pas que les infirmières le regardent bizarrement, ni que les gens dans la salle d'attente murmurent en reconnaissant le magnat des affaires dans cet état si lamentable. « Ne pars pas, Hélène » lui murmurait-il à l'oreille, alors qu'il courait dans le couloir. « Résiste, s'il te plaît. Léo a besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Les portes battantes du bloc opératoire s'ouvrirent. « Monsieur, vous ne pouvez pas aller plus loin » dit une infirmière corpulente, lui bloquant fermement le passage. « C'est ma responsabilité » balbutia Alexandre, sentant l'air lui manquer. « Nous ferons tout notre possible. Attendez dehors. » Les portes se refermèrent,
le laissant seul dans le couloir aseptique et froid. Alexandre resta à fixer la lumière rouge, opération en cours, qui s'allumait au-dessus de la porte. Il s'effondra sur une chaise en plastique, tremblant. Quelques minutes plus tard, le bruit de talons rapides rompit le silence. Valérie apparut dans le couloir, portant Léo, qui sanglotait doucement, épuisé. Elle était impeccable, sans une seule tache, avec cette expression de préoccupation répétée qu'elle utilisait pour les caméras. « Alexandre » s'exclama-t-elle en s'asseyant à ses côtés et en posant une main sur son bras. « Quel cauchemar! Comment va-t-elle? Est-elle morte ?» Alexandre leva lentement la tête. Ses yeux étaient deux puits sombres. « Elle est en chirurgie », dit-il d'une voix rauque. « Et non, elle n'est pas morte. Elle est forte. » Valérie soupira en arrangeant ses cheveux. « Ah, mon amour, c'est une tragédie. Bien sûr, mais nous devons être réalistes. Je te l'avais dit. Cette fille n'était pas qualifiée. » Valérie baissa la voix jusqu'à un murmure conspirateur. « Je l'ai vue courir comme une folle. Elle avait son portable à la main et le bébé dans l'autre. Elle a trébuché sur ses propres pieds. C'est une irresponsable. Dieu merci. Léo est tombé loin de l'eau. » Alexandre regarda son fils. Léo avait les yeux rouges et gonflés. En voyant son père, il tendit les bras. Alexandre le prit et le serra contre sa poitrine tachée de sang. L'odeur métallique du sang d'Hélène était sur ses vêtements et, paradoxalement, cela sembla calmer l'enfant. « Elle l'a sauvé », murmura Alexandre. Se souvenant de la position du corps d'Hélène au sol, elle s'était tournée pour recevoir le coup. Cela n'est pas le fait de quelqu'un de maladroit avec un portable. Cela est le fait de quelqu'un qui se sacrifie. « C'était de la chance, Alexandre », insista Valérie, agacée par le manque de soutien. « Pure chance, mais bon, quand tout cela sera passé, nous donnerons une bonne indemnisation à sa famille et nous chercherons une vraie professionnelle, quelqu'un qui ne mettra pas notre fils en danger en courant sur un sol mouillé. » 2 heures éternelles s'écoulèrent. Le café de la machine avait un goût de rouille. Alexandre ne bougea pas. Valérie faisait les 100 pas impatiemment, vérifiant son téléphone, visiblement ennuyée par le rôle. Finalement, les portes du bloc opératoire s'ouvrirent. Le docteur Dubois, le neurochirurgien en chef, un vieil ami de la famille d'Alexandre, sortit, retirant son masque avec un geste fatigué. Alexandre se leva d'un bond, réveillant Léo. « Comment va-t-elle » Le médecin soupira et regarda ses notes. « Elle est stable, Alexandre. Le coup a été brutal, a causé une commotion cérébrale sévère et a nécessité 20 points de suture, mais il n'y a pas de dommage cérébral permanent. Elle a eu de la chance. Beaucoup de chance. Elle se réveillera dans quelques heures. » Alexandre expira l'air qu'il avait retenu pendant 2 heures. Il ferma les yeux, remerciant un Dieu auquel il avait cessé de croire il y a longtemps. « Mais, » dit le médecin et son ton devint sérieux, clinique, « il y a autre chose que je dois vous dire. Quelque chose que nous avons découvert en l'examinant pour voir s'il y avait d'autres fractures. » Alexandre fronça les sourcils. « Quelle chose ?» Le médecin regarda Valérie, puis Alexandre et baissa la voix. Cette jeune femme, Hélène, son corps est une carte de la douleur. Alexandre, elle a de vieilles cicatrices sur le dos, des marques de brûlures de cigarettes sur les bras qui datent de plusieurs années, des fractures mal guéries aux côtes. Valérie roula des yeux, feignant l'indifférence, mais écoutant attentivement. « De quoi parlez-vous » demanda Alexandre, horrifié. « Je parle de cette femme qui a survécu à un enfer » dit le médecin avec tristesse. Ces marques sont celles de mauvais traitements systématiques et prolongés. Elle a probablement fui quelqu'un de très dangereux ou violent il y a longtemps. Je ne sais pas qui elle est ni d'où elle vient, mais je vous assure une chose. Quelqu'un qui a tant souffert et qui a encore la capacité de protéger un enfant avec son propre corps, est quelqu'un avec une force spirituelle que j'ai rarement vue. Ce n'est pas une simple employée maladroite, Alexandre, c'est une survivante. Alexandre resta muet. L'image d'Hélène, toujours souriante, toujours douce, se superposa à la brutalité de ce que le médecin décrivait. Elle portait une douleur immense, et pourtant, elle avait donné de la joie à son fils. Valérie sentit qu'elle perdait du terrain. « Eh bien, cela explique beaucoup de choses », intervint Valérie avec dédain. « Elle vient d'un milieu violent. Ce sont des gens à problème, Alexandre. Cette violence les poursuit toujours. Il est dangereux de la voir près de Léo, et si son agresseur apparaît dans la maison, c'est un risque de sécurité. » Alexandre tourna la tête vers Valérie. Pour la première fois, il la vit telle qu'elle était, froide, sans âme. Face à la révélation de la souffrance humaine d'Hélène, la réaction de Valérie était une préoccupation pour son statut et sa sécurité, sans une goutte d'empathie. « Tais-toi », dit Alexandre. « Pardon ? Que tu te taises, Valérie. » Pas un mot de plus. Alexandre se tourna vers le médecin. « Je veux la voir. »
Elle est dans la salle de récupération 304, seulement 5 minutes. Alexandre marcha vers le couloir, laissant Valérie avec le mot à la bouche et la fureur peinte sur le visage. Elle sortit son portable et écrivit un message rapide. « Elle n'est pas morte. Nous devons passer au plan B. Prépare le licenciement légal pour négligence. » Mais Valérie ne savait pas que le plan B n'avait plus d'importance, car pendant qu'Alexandre entrait dans la chambre d'Hélène, le destin était sur le point de lui envoyer la pièce finale du puzzle. Abonnez-vous pour voir comment un appel téléphonique est sur le point de détruire la vie parfaite de Valérie en 1000 morceaux. La chambre 304 était dans la pénombre, éclairée seulement par le moniteur cardiaque qui émettait un bip-bip rythmique et constant. Hélène gisait sur le lit, petite et fragile entre les draps blancs. Elle avait un grand bandage autour de la tête et des ecchymoses sombres commençaient à se former sur ses bras là où elle avait frappé le sol. Alexandre s'approcha du lit avec une révérence quasi religieuse. Il laissa Léo, qui s'était rendormi sur un canapé proche, et s'assit sur la chaise à côté d'Hélène. Il la regarda, vraiment la regarda. Il vit la fine ligne d'une vieille cicatrice sur son cou qui était passée inaperçue auparavant. Il vit ses mains travailleuses qui avaient rendu le rire à son fils. « Pardonne-moi », murmura Alexandre en prenant sa main avec une délicatesse extrême. « Pardonne-moi de douter, pardonne-moi de ne pas te protéger. » Hélène bougea légèrement, ses paupières tremblèrent. « Léo » fut un murmure à peine audible, rauque et sec. Alexandre se pencha vers elle. « Léo va bien, il est là, il dort, tu l'as sauvé, Hélène. » Elle n'ouvrit pas les yeux, mais une larme solitaire s'échappa de sa paupière close et roula sur l'oreiller. « Le sol était bizarre, bizarre, » demanda Alexandre en tendant l'oreille. « Savon, » murmura-t-elle, luttant contre la sédation. « Beaucoup de savon, il n'y avait pas d'eau, seulement du savon. » Alexandre se tendit. Son esprit d'homme d'affaires analytique s'activa instantanément. Savon, la piscine est nettoyée le lundi. Aujourd'hui, c'était jeudi, et le personnel de nettoyage n'utilise pas de savon pur sur le marbre. Ils utilisent des machines spéciales. De plus, Hélène avait dit, il n'y avait pas d'eau. S'il y avait eu une éclaboussure de la piscine, il y aurait eu de l'eau. Juste à ce moment-là, son téléphone portable vibra dans la poche de sa veste. C'était une vibration longue et persistante. Alexandre le sortit, agacé par l'interruption. Il vit le nom sur l'écran, Dubois, chef de la sécurité. Alexandre répondit à voix basse. « Qu'y a-t-il, Dubois ? Je suis à l'hôpital. Ce n'est pas le bon moment. » Monsieur Delacroix, la voix de Dubois semblait tendue, urgente. « Je sais que vous êtes avec la situation médicale, mais cela ne peut pas attendre. Vous devez voir cela tout de suite. De quoi parlez-vous ? Lorsque vous êtes parti en ambulance, vous avez ordonné de sécuriser le périmètre. Mes hommes et moi sommes allés à la piscine pour examiner la scène par protocole d'assurance, » expliqua Dubois. « Monsieur, le sol était couvert d'un gel industriel. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un l'a versé là. » Le cœur d'Alexandre fit un bond. Les mots d'Hélène résonnèrent dans sa tête. « Beaucoup de savon. Continuez, » ordonna Alexandre en se levant et en marchant vers la fenêtre pour avoir un signal complet. « Nous avons vérifié les caméras. Comme vous le savez, la caméra principale de la piscine était en maintenance depuis hier, selon le rapport de mademoiselle Valérie. » Alexandre serra le téléphone si fort que ses jointures devinrent blanches. Valérie avait signalé la caméra endommagée, mais, continua Dubois, mademoiselle Valérie a oublié quelque chose. La semaine dernière, nous avons installé une nouvelle caméra grand angle sur le toit du couloir supérieur, celle qui pointe vers le puits de lumière. Cette caméra couvre un reflet sur la vitre de la porte du balcon. Allez droit au but, Dubois. Je viens de vous envoyer la vidéo traitée et agrandie sur votre WhatsApp, monsieur. Regardez-la, s'il vous plaît. Asseyez-vous avant de la regarder. Alexandre raccrocha. Sa main tremblait légèrement, non de peur, mais d'une fureur contenue qui était sur le point d'éclater. Il ouvrit l'application de messagerie. Il y avait le fichier vidéo. Preuve, piscine, accident, MP4. Il appuya sur lecture. L'image était granuleuse au début, prise d'un angle élevé et difficile, captant le reflet dans un verre. Mais la technologie d'amélioration d'image fit son travail. On voyait clairement une femme en robe de créateur couleur crème, Valérie. Alexandre vit, l'estomac révulsé, Valérie sortir un flacon de sa poche. Il la vit s'accroupir au coin de la piscine. Il la vit verser le liquide calmement, créant une flaque invisible dans le passage obligé. Puis, la vidéo montra quelque chose d'encore plus monstrueux. Valérie se levait, sortait son téléphone et riait. Oui, elle riait brièvement,
avant de composer un numéro. La vidéo avança. Hélène apparut en courant désespérément. Le glissement, le coup brutal, le corps inerte. Et puis la partie finale, qui donna à Alexandre l'envie de vomir. Valérie s'approchait du corps inconscient d'Hélène, non pas pour l'aider, elle s'accroupissait et, avec une froideur psychopathe, lui donnait un léger coup de pied à la jambe pour voir si elle réagissait. En voyant qu'elle ne bougeait pas, elle prenait le bébé. Alexandre arrêta la vidéo. Il n'avait pas besoin de voir plus. Tout s'emboîtait. La montre, la caméra bloquée par les fleurs, le renvoi de l'infirmière précédente qui avait laissé le champ libre, tout avait été orchestré par la femme qu'il prévoyait d'épouser. Valérie n'était pas seulement une menteuse et une voleuse, c'était un monstre capable de tentative d'homicide, capable de mettre en danger la vie de son fils juste pour éliminer une rivale imaginaire. Un rugissement sourd naquit dans la gorge d'Alexandre. Il rangea le téléphone dans sa poche intérieure. Il se tourna vers Hélène, qui dormait toujours, inconsciente que son innocence venait d'être prouvée de la manière la plus cruelle possible. « Je te jure, par la mémoire de ma mère », murmura Alexandre, et sa voix était si froide qu'elle glaça la pièce, qu'elle payera chaque goutte de sang que tu as versée. Alexandre prit Léo dans ses bras. Le bébé se réveilla calmement. « Allons, mon fils, » dit Alexandre. « Allons nettoyer la maison, pour de bon. » Il sortit de la pièce d'un pas ferme. Il n'allait pas attendre la police, il n'allait pas attendre les avocats. Il allait au manoir. Valérie était là, probablement en train de boire du champagne, célébrant sa victoire. Alexandre allait lui faire la surprise de sa vie. Abonnez-vous dès maintenant pour assister au moment le plus satisfaisant de l'histoire, la confrontation finale où le millionnaire démasque la méchante devant tout le monde. Le soleil de midi baignait le salon principal du manoir Delacroix, mais l'ambiance à l'intérieur était glaciale. Valérie, vêtue d'une robe de chambre en soie couleur perle, était assise sur le canapé de velours, tenant une coupe de mimosa. Ses pieds reposaient sur la table basse et un sourire de satisfaction courbait ses lèvres rouges. Dans son esprit, elle réaménageait déjà la chambre du bébé pour en faire un dressing. Une fois Hélène licenciée pour négligence criminelle et l'enfant envoyé dans un internat en Suisse, une fois qu'il serait un peu plus grand, tout l'empire serait à elle et à Alexandre. « Santé aux accidents opportuns », trinqua-t-elle en l'air en buvant une gorgée. Le bruit lourd de la porte principale s'ouvrant la fit sursauter, bien qu'elle retrouvât son calme instantanément. Elle entendit des pas fermes et militaires résonner sur le marbre du hall. Ce n'était pas le pas d'un homme fatigué par une tragédie hospitalière. C'était le pas d'un juge venant dicter une sentence. Alexandre entra dans le salon. Il portait Léo dans ses bras, endormi contre son épaule. Son visage était un masque de pierre. Derrière lui entrèrent 2 gardes de sécurité en uniforme, avec le chef Dubois en tête. Valérie se leva, posant la coupe sur la table avec un tintement nerveux. « Alexandre, mon amour !» s'exclama-t-elle en ouvrant les bras. « Enfin te voilà. J'étais tellement inquiète. Comment va la servante? Tu as déjà signé les papiers pour que l'assurance s'occupe d'elle et qu'elle ne nous poursuive pas ?» Alexandre ne répondit pas. Il marcha vers le centre du salon et, d'un mouvement de tête, indiqua à Dubois de fermer les doubles portes. « Asseyez-vous, Valérie, » dit Alexandre. Sa voix était calme, mais elle avait une vibration sombre qui lui fit dresser les poils. Pourquoi ce visage si sérieux? Valérie laissa échapper un rire nerveux en lissant ses cheveux. « Et pourquoi la sécurité est-elle là? Tu me fais peur. »« J'ai dit que tu t'assoies, » répéta Alexandre. Et cette fois, l'ordre fut un coup de fouet. Valérie s'effondra sur le canapé, offensée. « Alexandre, j'en ai marre de ce drame. Cette femme est tombée par maladresse. C'est triste. Oui, mais tu ne peux pas me traiter comme ça, moi, qui suis ta fiancée, à cause d'une employée de maison de 3e catégorie. » Alexandre remit le bébé endormi à l'une des nounous de confiance qui attendaient dans un coin, lui indiquant de le monter à l'étage. Une fois l'enfant en sécurité et hors de portée auditive, Alexandre se tourna vers l'énorme écran de télévision de 85 pouces qui dominait le mur du salon. « Dubois, connectez-le », ordonna-t-il. « Oui, monsieur », l'écran s'alluma. Valérie fronça les sourcils. « Mais, qu'est-ce que c'est? Nous allons regarder un film? Nous allons regarder un documentaire sur la nature humaine, » répondit Alexandre, plantant ses yeux gris dans les siens, spécifiquement sur les prédateurs. L'image apparut en haute définition. C'était la vidéo du couloir supérieur. L'angle était inhabituel, mais la clarté était indéniable. Le sourire de Valérie se figea. Son visage pâlit jusqu'à devenir couleur de cendre. Elle se vit à l'écran, dans sa robe de créateur couleur crème,
sortant le flacon de savon. Elle se vit verser le liquide mortel. Elle se vit rire. Le salon fut plongé dans un silence sépulcral, seulement rompu par le son de la vidéo, le craquement du cou d'Hélène et les pleurs du bébé. Lorsque la vidéo se termina, montrant le coup de pied que Valérie avait donné au corps inconscient d'Hélène, Alexandre fit un geste et l'écran s'éteignit. Il se tourna vers elle. Valérie tremblait violemment, les mains serrées contre sa bouche. « Alexandre » balbutia-t-elle, des larmes jaillissant de ses yeux, des larmes de pure terreur. « C'est faux. C'est de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ils peuvent tout falsifier. Quelqu'un veut me piéger. C'est sûrement elle. Elle et le chef de la sécurité sont de mèche. » Alexandre marcha lentement vers elle. Il s'arrêta à un demi-mètre, la regardant avec un dégoût si profond que Valérie recula contre le dossier du canapé. « Nous avons examiné le flacon de savon que tu as jeté dans le bac de recyclage de la cuisine, Valérie, » dit Alexandre doucement. « Il porte tes empreintes digitales et la montre, cette Patek Philippe qui est apparue comme par magie dans le sac à dos d'Hélène. Curieusement, les caméras de la bijouterie où tu l'as fait ajuster la semaine dernière montrent que tu ne l'as jamais retirée avant d'arriver à la maison. » Alexandre se pencha, posant ses mains sur les bras du canapé, l'enfermant. « Tu as tenté de tuer la femme qui s'occupe de mon fils, et pire encore, tu as mis mon fils dans un scénario mortel. Si Hélène n'avait pas mis son corps en bouclier, le crâne brisé aurait été celui de Léo. Non, j'avais tout calculé, » cria Valérie, perdant les pédales et avouant dans son désespoir. « Je voulais juste qu'elle tombe, qu'elle se casse une jambe pour qu'elle foute le camp d'ici. Cette morte de faim était en train de t'envelopper. Je l'ai fait pour nous, Alexandre, pour notre avenir. » « Notre avenir ?» Alexandre se redressa, riant sans humour. « Tu n'as pas d'avenir, ni dans cette maison, ni dans cette ville. » Alexandre claqua des doigts. Dubois et l'autre garde avancèrent. « Sortez là, » ordonna Alexandre. « Maintenant. »« Tu ne peux pas me faire ça, » cria Valérie alors que les gardes la prenaient par les bras. « Je suis ta fiancée, mon père est sénateur. Je vais te détruire. » Alexandre s'approcha d'elle alors qu'il la traînait vers la porte. Il la regarda dans les yeux une dernière fois. « Remercie que je ne te livre pas à la police aujourd'hui même pour tentative d'homicide, » murmura-t-il. « Et la seule raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que je ne veux pas que mon fils grandisse en voyant son nom de famille dans les tabloïds de scandales criminels. Mais écoute-moi bien, Valérie, si je te revois, si tu t'approches à moins de 5 kilomètres de mon fils, de moi ou d'Hélène, la vidéo ira directement au procureur et je t'assure qu'avec mes avocats, tu ne sortiras pas de prison avant d'être une vieille femme. Alexandre, je t'aime, pardonne-moi. » Valérie se débattait, perdant une chaussure à talons dans le processus, sa dignité brisée. « Tu n'aimes personne. » Dehors, les gardes ouvrirent la porte principale et jetèrent littéralement Valérie sur le perron d'entrée. Son sac de créateur fut jeté après elle, tombant dans le gravier. La porte en chêne massif se referma avec un bruit définitif, scellant son destin. Alexandre resta debout dans le hall, respirant difficilement. Le silence revint dans la maison, mais cette fois ce n'était pas un silence vide, c'était un silence propre, comme si l'on avait retiré les ordures qui pourrissaient les fondations. Il regarda la chaussure oubliée de Valérie sur le sol. « Brûlez tout ce qu'elle a laissé », ordonna-t-il à une employée qui regardait effrayée depuis la cuisine. « Ses vêtements, ses photos, tout. Je veux que cette maison soit purifiée avant le coucher du soleil. »« Oui, monsieur ?» demanda l'employé. « Quelqu'un va venir ?» Alexandre regarda vers l'hôpital au loin à travers la fenêtre. « Oui », dit-il, et pour la première fois de la journée, ses yeux brillèrent d'une lueur d'espoir. « La véritable propriétaire de cette maison arrive. Préparez la chambre d'amis du rez-de-chaussée, la meilleure que nous ayons, et remplissez la maison de fleurs, mais pas de lys, des marguerites. Elle aime les marguerites. » 2 jours plus tard, hôpital Sainte-Marie. La sortie médicale était arrivée. Hélène était assise au bord du lit, finissant de boutonner une simple blouse qu'une infirmière lui avait prêtée, car son uniforme était déchiré et taché de sang. Elle se sentait étourdie en bougeant rapidement et le bandage sur sa tête lui pesait. Mais la douleur physique n'était rien comparée à l'angoisse qu'elle avait dans la poitrine. Personne ne lui avait rien dit clairement. Alexandre était venu la voir brièvement la veille, mais il était sérieux, parlant beaucoup au téléphone. Elle supposait le pire. Sûrement après l'accident, elle serait renvoyée. Qui voudrait d'une nounou qui glisse et finit à l'hôpital? Sûrement on lui donnerait un chèque et on la renverrait au village. La porte s'ouvrit. Hélène tenta de se lever rapidement par respect, mais elle chancela. « Chut !» dit Alexandre en entrant rapidement et en la soutenant par le coude avec une délicatesse qui la surprit.
« Bonjour, monsieur Alexandre, dit-elle en baissant le regard. J'ai déjà mes affaires prêtes. Je ne veux pas être un dérangement. Si vous me dites où je dois aller pour signer ma démission… » Alexandre fronça les sourcils, confus pendant une seconde, puis une ombre de douleur traversa son visage en comprenant. Elle s'attendait à la punition. Elle était habituée à ce que le monde la frappe. « Vous ne signerez aucune démission, Hélène, » dit-il doucement. « Mais l'accident, Madame Valérie a dit… » « Madame Valérie n'existe plus dans nos vies, » coupa Alexandre avec fermeté. Il prit le sac en plastique bon marché où Hélène avait ses vieux vêtements. « Et vous n'irez nulle part qui ne soit votre maison. »« Ma maison ?» Hélène le regarda sans comprendre. Elle n'avait pas de maison. Elle vivait dans la chambre de service. « Allons, la voiture attend. » Le trajet en limousine fut silencieux. Hélène était recroquevillée dans un coin du siège en cuir, regardant par la fenêtre, craignant de salir la tapisserie. Alexandre l'observait du coin de l'œil. Il voyait la tension dans ses épaules, ses mains rugueuses entrelacées sur ses genoux. Il réalisa à quel point il avait été aveugle. Il avait introduit une reine déguisée en mendiante dans sa maison et l'avait traitée comme un simple meuble. Lorsque la voiture entra par les grilles du manoir, Hélène remarqua quelque chose d'étrange. La voiture ne tourna pas vers l'entrée de service latérale, par où entraient toujours les employés. Le chauffeur dirigea le véhicule directement vers l'imposante entrée principale, où la fontaine, maintenant propre et brillante, chantait sous le soleil. « Monsieur, le chauffeur s'est trompé », murmura Hélène nerveuse. « C'est l'entrée principale. »« Je sais », dit Alexandre sans bouger. La voiture s'arrêta. Le chauffeur ouvrit la porte pour Hélène. Elle descendit, confuse, se protégeant les yeux du soleil. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Tout le personnel de la maison était formé en 2 rangées, sur les marches de l'entrée. Cuisiniers, jardiniers, gardes, femmes de ménage, tous impeccablement vêtus, et au bout de la rangée, dans les bras de la nounou, se trouvait Léo. En la voyant descendre de la voiture, le bébé laissa échapper un cri de joie qui résonna dans tout le jardin. « Maman !» Léo se tortilla dans les bras de la nounou jusqu'à ce qu'on le pose au sol. L'enfant, qui marchait à peine quelques jours auparavant, courut avec cette démarche maladroite et adorable des bébés vers Hélène. Hélène oublia son étourdissement, ses poings et sa peur. Elle tomba à genoux sur le gravier et ouvrit les bras. Le choc fut émotionnellement nucléaire. Léo s'écrasa contre elle, l'étreignant par le cou, la couvrant de baisers baveux, riant et pleurant en même temps. Alexandre descendit de la voiture et se tint derrière elle. Il observa la scène avec un nœud dans la gorge. Il vit les autres employés sourire, certains avec des larmes aux yeux. Tous savaient ce qu'elle avait fait. Tous savaient qu'elle avait sauvé l'enfant. Hélène leva les yeux vers Alexandre avec Léo collé à sa poitrine, comme une patelle. « Monsieur, je ne comprends pas pourquoi tout le monde est là. » Alexandre tendit la main et aida Hélène à se relever avec le bébé dans les bras. Puis, il fit quelque chose qui laissa tout le monde bouche bée. Devant tout son personnel, le grand Alexandre Delacroix, l'homme qui ne s'inclinait jamais devant personne, prit les mains d'Hélène entre les siennes. « Hélène, » dit-il d'une voix forte pour que tous entendent, « pendant des semaines, vous avez pris soin de ce que j'ai de plus précieux. Vous avez rendu la vie à cette maison, et il y a 2 jours, vous avez offert votre propre vie pour sauver mon fils, sans hésiter une seconde. » Alexandre regarda ses mains. Hélène portait toujours des gants de laine bon marché qu'on lui avait donnés à l'hôpital, parce qu'elle avait froid. Alexandre les lui retira doucement, un par un, et les tendit au chauffeur. « Plus jamais, » dit Alexandre, la regardant dans les yeux. « Plus jamais vous ne porterez de gants pour nettoyer dans cette maison. Plus jamais vous n'entrerez par la porte de service. Et plus jamais vous ne baisserez la tête devant quiconque. Vous m'entendez? Devant quiconque. Mais je suis la nounou, » murmura-t-elle en tremblant. « Non, » nia Alexandre en s'approchant d'un pas, brisant la barrière professionnelle pour toujours. « Une nounou s'occupe pour de l'argent, une mère s'occupe par amour, et vous êtes la seule mère que mon fils reconnaisse. » Alexandre se tourna vers le personnel. « Écoutez-moi tous. À partir d'aujourd'hui, mademoiselle Hélène n'est pas une employée. Elle est la partenaire d'éducation de mon fils et mon invité d'honneur indéfini. On lui doit le même respect qu'à moi. Est-ce clair? »« Oui, monsieur, » répondit le chœur d'employés à l'unisson. Hélène sentait ses jambes flancher, mais cette fois ce n'était pas à cause du coup, mais de l'émotion. Alexandre lui offrit son bras comme un gentleman à l'ancienne. « Rentrons à la maison, Hélène. Votre chambre est prête, et ce n'est pas celle du sous-sol. » Hélène, les larmes coulant librement sur son visage, et Léo riant dans ses bras, entrelaça son bras avec celui d'Alexandre. Ensemble,
Ils montèrent les marches principales. En franchissant le seuil de la grande porte, Hélène sentit qu'elle laissait derrière elle une vie de douleur et de solitude. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, ni ce que signifiait exactement ce regard intense qu'Alexandre lui lançait. Mais elle savait une chose, elle n'était plus seule. « Bienvenue à la maison », murmura Alexandre en refermant la porte derrière eux, laissant le monde extérieur dehors. Léo applaudit, scellant le pacte. Abonnez-vous pour découvrir le dénouement final dans la partie 13, où un saut dans le temps nous montrera si l'amour a réussi à éclore entre le millionnaire et la femme qui a sauvé son monde. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour où une limousine avait franchi l'entrée principale pour changer l'histoire du manoir Delacroix. L'hiver avait cédé la place à un printemps explosif, et la maison, qui auparavant ressemblait à un musée froid de marbre et d'écho vide, vibrait désormais d'une chaleur que l'on ressentait depuis le portail extérieur. Le jardin arrière était transformé. Des ballons colorés flottaient, attachés à des chaises blanches, et une longue table était remplie de sucreries et de cadeaux. C'était le 2e anniversaire de Léo. Alexandre observait la scène depuis la terrasse, une coupe de champagne à la main, mais il ne buvait pas. Il était ivre de quelque chose de bien plus puissant que l'alcool, la plénitude. Ses yeux suivaient une silhouette qui se déplaçait avec grâce parmi les invités, Hélène. Il n'y avait plus d'uniforme bleu, ni de tablier, ni de gants de caoutchouc jaune. Elle portait une robe d'été couleur corail qui mettait en valeur et laissait voir la douce courbe de ses épaules. Ses cheveux, auparavant toujours ramassés en un chignon strict de travail, tombaient maintenant en ondulations libres sur son dos, brillant sous le soleil. Elle rayonnait, sûre d'elle, maîtresse d'elle-même, mais le plus beau n'était pas sa robe, mais la façon dont Léo la regardait. L'enfant, qui courait maintenant sur le gazon avec des jambes fortes et sûres, décollait. « Maman, regarde !» cria Léo en désignant un papillon qui passait en volant. « Maman !» Le mot frappa Alexandre en pleine poitrine, mais non plus avec douleur, mais avec une immense gratitude. Hélène n'avait pas forcé ce titre, Léo le lui avait donné naturellement. Car pour le cœur d'un enfant, mère n'est pas celle qui engendre, mais celle qui guérit, celle qui prend soin et celle qui est là. Alexandre descendit les marches de la terrasse et marcha vers eux. En le voyant approcher, Hélène leva les yeux et lui sourit. Cette connexion, ce fil invisible qui s'était tissé entre eux pendant les nuits d'hôpital et les jours de récupération, se tendit avec électricité. « Monsieur Alexandre », dit-elle, bien qu'il lui ait supplié 1000 fois de l'appeler par son prénom. L'habitude du respect restait ancrée dans son âme humble. « Je vous ai dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de messieurs, Hélène », lui rappela-t-il en arrivant à ses côtés et en prenant une serviette pour essuyer doucement une tache de chocolat sur sa joue. « Aujourd'hui, seulement une famille qui célèbre. » Hélène rougit en baissant les yeux, mais elle ne s'éloigna pas de son toucher. « J'ai encore du mal à y croire », avoua-t-elle, regardant autour d'elle les invités, l'opulence qui l'entourait maintenant, mais qui ne l'avait pas corrompue. « Il y a 6 mois, j'ai cru que j'irais en prison, et aujourd'hui Léo a 2 ans, et c'est l'enfant le plus heureux du monde. C'est vous qui l'avez rendu possible, dit Alexandre avec fermeté. Soudain, l'ambiance festive sembla s'évanouir. Alexandre. Il devait le faire. Il portait le petit objet de velours dans la poche de sa veste depuis des semaines, le brûlant contre le tissu, pesant comme une promesse en suspens. « Viens avec moi », lui murmura-t-il. « Où ? Les invités. Les invités mangent du gâteau. Léo joue avec ses cousins. Viens. » Alexandre la prit par la main et la guida loin du tumulte de la fête, traversant le jardin de roses jusqu'à l'endroit où tout avait commencé, la véranda et la fontaine intérieure. L'endroit était silencieux, sauf pour le son relaxant de l'eau tombant sur la pierre volcanique. La lumière du crépuscule entrait par les vitres, teignant l'eau d'or et d'orange. Hélène s'arrêta devant la fontaine et les souvenirs la frappèrent. Elle se souvint de la peur, de l'eau froide, des gants jaunes, du regard furieux d'Alexandre ce premier jour. « C'est ici », murmura-t-elle en touchant le bord de pierre. « Ici, j'ai cru que ma vie s'achevait quand vous êtes entrés et que vous m'avez vu mouiller. » Alexandre se tint derrière elle, près, très près. Il pouvait sentir son parfum, un mélange de vanille et de fleurs fraîches, si différent de l'odeur de chlore et de nettoyant qu'elle avait l'habitude d'avoir. « Ce n'est pas ici que votre vie s'est achevée, Hélène, » dit-il d'une voix rauque. « C'est ici que la mienne a commencé. » Alexandre la tourna doucement pour qu'ils soient face à face. La lumière dorée illuminait son visage, révélant que l'homme de glace avait complètement fondu. Il n'y avait plus de dureté dans ses traits, seulement une vulnérabilité que seule elle connaissait. « Avant votre arrivée, cette maison était un tombeau, » continua Alexandre,
et ses mains montèrent pour encadrer son visage. J'étais un fantôme qui ne savait que signer des chèques et donner des ordres. Mon fils s'éteignait en silence et je ne savais pas comment le sauver. J'étais aveugle. Alexandre, j'étais aveugle par la douleur et par la superbe. Hélène sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle posa ses mains sur les siennes. Vous étiez blessé, Alexandre. Vous aviez juste besoin de temps. Non, n'y a-t-il. J'avais besoin de lumière. Et vous êtes entré par cette porte avec vos gants bon marché et votre sourire timide, et vous avez fait tomber toutes mes défenses sans tirer une seule balle. Vous m'avez appris que la valeur n'est pas dans un compte bancaire, mais dans le fait de se jeter au sol pour sauver quelqu'un qui n'a pas votre sang. Vous m'avez appris que la loyauté ne s'achète pas. Alexandre fit une pause, respirant profondément, comme s'il était sur le point de sauter dans le vide sans parachute. « Valérie est en prison, dit-il soudain. L'avocat a appelé ce matin. Elle a été condamnée à 10 ans pour tentative d'homicide et fraude. » Hélène frissonna en entendant le nom. « Elle ne peut plus nous faire de mal, » assura Alexandre en caressant son pouce sur sa joue. « Ce chapitre est clos et brûlé, mais il y a un autre chapitre que je veux ouvrir, un qui n'a rien à voir avec le passé. » Alexandre recula d'un pas et mit la main dans sa poche. Le cœur d'Hélène s'arrêta. Le temps se figea comme ce premier jour, mais cette fois il n'y avait pas de peur. Il y avait un espoir si grand qu'il faisait mal. Alexandre sortit une petite boîte en velours bleu foncé. Il s'agenouilla non pas sur un genou comme dans les films, mais sur les 2 genoux, tout comme il s'était agenouillé ce jour-là dans l'eau, pour pleurer à ses côtés. Il s'agenouilla comme un homme, qui se rend devant la seule force, qu'il ait vaincu, l'amour pur. Il ouvrit la boîte. Ce n'était pas un diamant géant et ostentatoire, comme celui que portait Valérie. C'était une bague délicate en or blanc, avec une pierre précieuse centrale, une aigue marine d'un bleu profond et cristallin, entourée de petits diamants qui ressemblaient à des gouttes d'eau. « Le bleu de l'eau », murmura Alexandre. « L'eau où vous avez trouvé mon fils, l'eau où j'ai failli vous perdre, l'eau qui nous a tous purifiés. » Hélène porta les mains à sa bouche, étouffant un sanglot. « Hélène », dit Alexandre et sa voix trembla pour la première fois. « Je ne cherche pas une nounou. Je ne cherche pas une femme de ménage. Et Dieu sait que je ne cherche pas une épouse trophée à exhiber dans les galas. Je cherche une partenaire. Je cherche la femme qui aime mon fils plus que sa propre vie. Je cherche la femme qui m'a fait croire en Dieu, de nouveau quand je l'ai vu prier pour moi sur une caméra de sécurité. » Alexandre leva l'anneau vers elle. « Je vous offre tout ce que je suis et tout ce que j'ai, mais surtout je vous offre mon cœur, qui est à vous depuis le moment où je vous ai vu défendre Léo contre le monde. Hélène, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous être la mère officielle de Léo et la propriétaire absolue de ma vie? » Hélène ne pouvait pas parler. Les mots lui restaient coincés dans la gorge. Elle regarda l'anneau, regarda l'homme puissant agenouillé à ses pieds avec une humilité absolue, puis regarda vers la porte de la véranda. Là se tenait Léo. Le petit était entré silencieusement, le visage taché de gâteau, les observant avec curiosité. En voyant son papa par terre, Léo courut vers eux. « Papa, Bobo ?» demanda l'enfant, inquiet, pensant qu'Alexandre s'était blessé. L'innocence de la question rompit la tension, et Hélène éclata de rire entre les larmes. Elle s'agenouilla aussi par terre, se mettant à la hauteur d'Alexandre et de Léo. « Non, mon amour, » dit Hélène, serrant l'enfant dans ses bras et regardant Alexandre dans les yeux. « Papa n'a pas de bobo. Papa est en train de réparer le cœur de maman. » Hélène tendit sa main gauche vers Alexandre. Ses doigts, qui tant de fois avaient frotté des sols et lavé des vêtements étrangers, tremblaient maintenant en attendant une promesse d'éternité. « Oui, » dit-elle d'une voix claire et ferme. « Oui, Alexandre, oui, je veux. » Alexandre glissa l'anneau à son doigt. Il s'ajustait parfaitement. Au moment où le métal froid toucha sa peau, Alexandre ferma les yeux et posa son front contre le sien. « Merci, » murmura-t-il. Léo, sentant que quelque chose d'important et d'heureux se passait, se glissa entre les deux, les poussant pour entrer dans l'étreinte. « Aouh !» cria l'enfant. Alexandre et Hélène rirent et enveloppèrent le petit dans une étreinte à 3, là sur le sol de la véranda, près de la fontaine, témoins de leur première rencontre et de leur quasi-tragédie. Le destin d'une nouvelle famille était scellé. La caméra s'éloigne lentement vers le haut, montrant les 3 enlacés, éclairés par la lumière dorée du crépuscule, tandis que l'eau de la fontaine continue de couler, purifiant le passé, chantant une chanson de vie nouvelle. L'image s'estompe vers le noir. Fin.